Bien, alors après donc les séances consacrées à Aïranoum et à la période grecque, nous allons basculer vers la période suivante, qui est donc la période dite, disons, pré-Kouchan et Kouchan. Ça ne veut pas dire qu'on délaissera totalement la période hellénistique, puisque nous verrons que tous les sites, en fait, dont je vais être amené à parler maintenant, ont des niveaux grecs. Et puis, par ailleurs, dans le cadre du séminaire de deuxième heure, au mois de février, nous reviendrons sur des questions relatives à Aïranoum avec la question de la nature des cultes. Bon, mais le cours lui-même va continuer à évoluer chronologiquement. Alors, la connaissance de la grande période qui suit la période hellénistique, la grande période impériale qui suit la période hellénistique, c'est l'Empire couchant, dont évidemment vous avez tous entendu parler, lequel Empire couchant figure de manière très spectaculaire dans la plupart des musées d'art asiatique et notamment au musée Guimet, puisque c'est l'une des expressions artistiques de cet empire. Pas la seule, mais l'une des plus spectaculaires est l'art dit gréco-bouddhique. L'Empire couchant, par ailleurs, se place dans des cadres chronologiques qui nous sont immédiatement familiers, puisqu'il est le contemporain, en gros, de l'Empire romain. Ça ne veut pas dire que que l'histoire politique de cet empire soit bien connue. La chronologie, en particulier, a fait l'objet de débats extrêmement vifs jusqu'il n'y a en fait pas longtemps. On peut dire que tout ça s'est à peu près calmé depuis le début du XXIe siècle, mais jusqu'alors, il y a encore des irréductibles, jusqu'alors la chronologie dérivait, était flottante à un siècle près, voire deux. Bon, les choses ont quand même beaucoup avancé, notamment depuis 2001, grâce à la découverte de nouveaux documents. Disons qu'un quasi-consensus se forme et ceux qui in petto ne participent pas au consensus sont actuellement plutôt silencieux. Voilà. Le mois dernier, pour prendre acte de ces avancées, un colloque sur l'histoire et la chronologie kouchane s'est tenu à Berlin à l'initiative du professeur Harry Falk, professeur d'indologie, bien connu ici au collège, puisque Gérard Fussman l'a plusieurs fois fait inviter. Et Harry Falk est l'auteur d'une des découvertes majeures qui ont fait progresser la connaissance de la chronologie kouchane. Alors, le symposium de Falk était en fait une discussion collective sur la base de la totalité des textes relatifs au couchant dans toutes les langues, du chinois au latin, traduits et sur lesquels nous étions invités à débattre et à commenter. Et de ce symposium va sortir un livre, le premier, on pourra dire vraiment, la première histoire des couchants. Et ce livre sera entièrement sur la base de commentaires de textes. On peut regretter, mais enfin, bon, ce symposium ne pouvait pas tout accueillir. Il a été décidé délibérément de laisser la numismatique de côté. La numismatique est aussi une source capitale, surtout quand on n'en a guère d'autres pour la chronologie et l'histoire politique. Ceci dit, les raisonnements numismatiques qu'on peut faire sur les couchants, les dates de règne, etc., sont en fait par raccro à des données extra-numismatiques. Donc il est évident que ce symposium de Berlin va aussi beaucoup faire progresser la numismatique de la période, et d'ailleurs y participaient des numismates. Alors, de manière extrêmement grossière, pour résumer les grands cadres chronologiques
disons, dans la chronologie qui commence vraiment à être acquise, j'ai divisé donc toute la période qui va de la chute des Grecs à Aïranoum, ça ne veut pas dire la chute des Grecs partout, au 5e, 6e siècle, qui ouvre complètement une nouvelle période dans l'histoire et la culture de l'Asie centrale, en 4 périodes, ce qu'on appelle souvent la période des invasions. Alors on dit parfois post-grec, on dit parfois pré-Kouchan. Bon, la période des invasions, ça a le mérite de rendre compte du phénomène historique principal, c'est qu'il y a des nouveaux peuples qui s'installent et qui ne s'installent généralement pas pacifiquement. Donc ça va dans 145, date que j'ai prise pour la chute d'Aïranoum, jusqu'à environ 50 de notre ère. Et dans cette période, en Bactriane, qui va être notre point focal, s'établissent en fait des principautés sous l'égide d'un des peuples qui a participé aux invasions, les Yuezhi, organisés en 5 chefferies. Bon, le titre de ces chefs, donc, ce sont les Yabgous, c'est le titre qui se donne eux-mêmes, et de ces 5 Yabgous va en émerger un qui sera le premier empereur couchant et soumettra les autres, ainsi que les autres peuples locaux et non locaux de la zone. Alors donc on arrive ensuite à la période dite des grands couchants, d'environ 50 de notre ère à environ 230. Pourquoi les grands couchants? Parce qu'après il y a eu des petits couchants. Mais les petits couchants nous intéressent moins directement parce qu'ils étaient dans la zone actuelle Pakistan, nord-ouest de l'Inde. L'empire, disons, voilà, on peut parler d'un empire qui déborde les limites de la Bactriane et d'une dynastie stable à partir de 50 environ de notre ère. Certains disent un peu plus tôt, d'autres un peu plus tard. L'empire des grands couchants, par une succession continue de père en fils, va jusque vers 230 après Jésus-Christ. Le grand souverain de cette dynastie, c'est Kanishka, dont on connaît maintenant les dates, 127 à 153. C'est donc, chez nous, un contemporain d'Adrien et d'Antonin le Pieux. Ce n'est pas non plus complètement un hasard. Il se trouve que la grande période impériale post-grecque en Asie centrale correspond à l'apogée du Haut Empire romain. Bon, c'est un continuum, c'est sur un fond évidemment d'échanges transasiatiques, même si ces peuples ne se connaissaient pas très bien les uns les autres. C'est sur un fond de paix relative par rapport au front des invasions nomades. On sera amené à revenir sur le règne de Kanishka et ses manifestations. Donc la première assise de l'Empire, c'est la Bactriane, d'où sortent les 5 Yabgous, mais assez rapidement, enfin dès le début en fait, dès le premier empereur, dès avant Kanishka, l'Empire s'étend sur l'Inde du Nord-Ouest et Kanishka conquiert l'Inde gangétique. Bon, alors en revanche, du côté du Nord, l'Empire couchant n'a jamais retrouvé les limites qu'avaient eues les royaumes grecs. La Sogdiane, qui ne vit pas d'ailleurs à cette époque une période particulièrement brillante, vit sa propre destinée. Ce sont les villes du passé continues, notamment Samarcande, mais sont organisées en principautés qui, d'après ce que nous ont dit les Chinois, sont soumises de manière plus ou moins lâche à une confédération centrée sur la steppe, disons plus précisément des régions qui vont du Kirghizistan actuel au moyen Sirdaria, et le nom que donnent les Chinois à tout cet ensemble politique, à la fois cette confédération steppique et les principautés Kushan soumises, c'est le Kangkyu. Du côté de l'ouest et du sud, on a à cette époque des petits royaumes, enfin, les Indocites, les Indopartes. En gros, ils sont dans l'orbite politique de l'empire arsacide qui domine alors l'Iran, mais qui est lui-même loin d'être une monarchie centralisée. À certains moments, les Kushans débordent, à certains moments, non. Bon, l'empire Kushan disparaît dans des conditions pas très claires vers 230 avant Jésus-Christ. Une des manifestations de cette disparition,
c'est le contrôle de son ancien territoire par de nouvelles monarchies. Du côté de l'Inde, c'est l'émergence du grand empire des Guptas qui va peu à peu absorber les derniers restes des petits couchants. Du côté de l'Ouest, c'est le nouvel empire sassanide qui semble-t-il, tout le monde n'est pas complètement d'accord là-dessus, mais semble-t-il assez rapidement, dès le début, semble soumettre politiquement et militairement la Bactriane, qui était donc l'assise principale de l'ancien empire couchant. De 230 à 280 environ, il semble que ce soit une domination peut-être un peu, sans doute pas accompagnée d'une véritable colonisation, mais en tout cas une suggestion politique. En tout cas, l'ancienne Bactriane Kushan est mentionnée parmi les provinces sur lesquelles règne le roi des rois. À partir d'environ 280, pendant un siècle, un nouveau système se met en place. Les Sassanides délèguent en fait le pouvoir à une vice-royauté, une sous-dynastie qu'on appelle les Kushano-Sassanides, qui sont vraisemblablement une de leurs branches cadettes. C'est un phénomène parallèle, expérience politique parallèle à ce qu'on voit à la même époque en Arménie, où là aussi, des provinces périphériques ayant une forte identité politique et culturelle, pas facile à tenir, avec des aristocraties locales qui ne devaient pas facilement se laisser soumettre, et on finit par trouver... en Arménie, on a en fait expérimenté plusieurs solutions, les unes après les autres, la domination directe, la vice-royauté, rien n'a véritablement marché, à vrai dire. Les Kushano-Sassanides, ça semble avoir marché de manière assez stable pendant un siècle. Et puis, à partir de la fin du IVe siècle, il semble que là, à nouveau, on a affaire à une nouvelle période d'invasion. Ce sont des peuples dont les noms nous ont été transmis sous le nom nous a été transmis sous la forme kionite, qui est en fait une forme qui remonte au même mot, c'est un pluriel qui remonte au même mot qui chez nous a donné les Huns. Et c'est une partie d'un même ensemble. Une période, semble-t-il, vraiment assez sombre. Et puis, à partir du Ve siècle, politiquement, l'Asie centrale se restructure sur de nouvelles bases, avec des dynasties successives, les Kidarites, les Hephthalites, toutes deux d'ailleurs issues des anciens envahisseurs. En fait, on reprend un peu la même histoire qui s'était produite 4 siècles avant qu'on débouche sur la période dite turque. L'année prochaine, nous serons amenés à examiner les phénomènes urbains de nature complètement nouvelle liés à ces périodes. Changement d'orientation, changement de période, changement d'échelle aussi. Nous quittons donc l'époque arsacide que nous avions vue avec Nisa, nous quittons l'époque grecque, et du même coup, nous allons provisoirement délaisser les grandes villes. Nous allons nous intéresser à des villes moyennes. Alors, ce n'est pas que les grandes villes, que certaines grandes villes au moins, ne continuent pas à cette période. Aïranoum disparaît, mais les grands centres anciens, Bactre, Samarcande, Merv, Begram, fondation grecque au nord de Kaboul, continuent. Dans le cas de Samarcande, il y a une certaine régression. Certaines villes connaissent à cette époque un grand développement, c'est le cas en particulier de Termèse. Alors voilà, donc j'ai indiqué sur la carte d'ailleurs, oui, certaines seulement des grandes villes se trouvent là. Bactre, Samarcande est au nord ici, Merv là-bas, Termèse ici, sur l'Oxus. Toutes ces villes, évidemment, ont fait l'objet d'études archéologiques, mais elles n'offrent pas autant de possibilités.
que n'en offraient à la période précédente Nisa et Aïranoum pour étudier véritablement le fonctionnement des organismes urbains. Parce que toutes ces grandes villes de la période Kushan sont des sites en fait à très longue vie. Elles ont toutes vécu jusqu'à la période islamique. Donc les strates anciennes n'y sont pas très facilement accessibles. Et pour cette raison, pour chaque période, en fait, pour chacune des périodes durant lesquelles elles ont vécu, bon, Samarcande vit pendant près de 2 millénaires, même ayant fait l'objet de fouilles intensives, pour chaque période, on n'a quand même qu'un aperçu vraiment assez partiel. Si on veut un aperçu d'une qualité et d'une densité telle que ce que nous avons vu avec Nisa et Aïranoum, il faut s'intéresser à des villes moyennes. Alors, ces villes moyennes, j'en retiens 4. Celle qui va nous... donc je les montre sur la carte. C'est donc Campir Tepe, ici près de Termez, Dilbergine au nord de Batre, Dalverzine Tepe plus au nord, et puis il y a un quatrième... en fait, les villes indiquées dans cette zone ne nous concerneront pas vraiment directement, puisqu'Aïranoum n'existe plus, Kalaïzal est une fondation plus tardive, Talekan et Kunduz sont sans doute des grandes villes, mais peu connues. Bon. Et puis une quatrième ville assez éloignée au Khorezm, Toprak Kala, mais qui relève un peu du même schéma. Alors, la ville qui va donc nous intéresser aujourd'hui est Campir Tepe, sur l'Oxus, site qui aujourd'hui ne fait plus qu'une dizaine d'hectares, mais qui, nous allons voir tout à l'heure, ah oui, en fait, pas tout, on peut voir même maintenant, que c'est à peu près les 2/3 d'un site qui avait été beaucoup plus grand et qui est tombé dans la rivière. En réalité, Campir Tepe était une ville à son apogée, qui se situe pendant une brève période à l'époque Kushan. C'est une ville d'une taille non négligeable qui fait 20 à 30, dont on peut penser qu'elle faisait 20 à 30 hectares intramuros. Voilà une vue aérienne de Campir Tepe, après au stade actuel de la fouille. Alors vous voyez tout de suite, cas unique parmi toutes les villes que nous allons, que je vais nommer maintenant, Campir Tepe est fouillé aux 3/4. Alors, évidemment, ça change complètement les conditions de l'appréhension du site. Autre ville importante de cette période, Dalverzine Tepe, qui fait 31 hectares intramuros, donc du point de vue de l'échelle, c'est à peu près, on peut penser que c'était à peu près du même ordre que Campir Tepe. Dalverzine Tepe qui se trouve donc plus au nord. On connaît par ailleurs bien la densité. Vous voyez tout de suite que la surface fouillée est beaucoup moins importante qu'à Campir Tepe. Assez bien connu également, mais pas quand même au même niveau de précision, un site au nord de Bactre, Dilbergine, avec une première citadelle ronde, peut-être d'époque achéménide, et à l'époque grecque, semble-t-il, une assez grande ville carrée et un faubourg assez garni. Mais enfin, Dilbergine ne fait que 15 hectares intramuros. Et puis, j'ajoute à cela une autre ville relativement bien connue, parce qu'en fait, c'est pas montré ici, mais le palais a été complètement fouillé intégralement. C'est au Khorezm, Toprak Kala, qui pourrait avoir été dans le royaume du Khorezm l'équivalent de ce qu'avait été Nouvelle Nisa dans le royaume arsacide, c'est-à-dire véritablement une enceinte royale.
Bon, vous me direz, c'est en dehors des limites de l'Empire couchant. Pourquoi le mentionner ici? Ben, tout simplement parce que Toprak Kala apparaît au IIe siècle de notre ère, donc à la pleine époque de l'Empire couchant, et bien que le royaume de Khorezm ait été politiquement indépendant, l'influence culturelle est évidente. À certains égards, Toprak Kala est une ville couchane, et le palais de Toprak Kala est un palais couchant. Alors, ces villes, Toprak Kala fait 17 hectares, donc d'un ordre d'idées équivalent à Dilberjin intramuros. Alors, ces 4 villes ont été fondées à des époques diverses. Époque achéménide sans doute pour Dilberjin, époque grecque pour Dalverzin Tepe et Kampir Tepe, Toprak Kala plus tardive, 2e siècle de notre ère. Bon, elles ont en commun de s'être surtout développées à l'époque couchane et d'avoir toutes régressé ensuite, même si leur disparition peut s'être située bien plus tard. Elles ont également en commun d'avoir toutes été garnies de systèmes de fortification extrêmement sophistiqués. Alors, pourquoi maintenant, s'attarder plus particulièrement sur Kampir Tepe? À certains égards, Kampir Tepe est un site assez peu attractif. Le niveau de la production et de la consommation artistique y est assez consternant. Contrairement à toutes les autres villes moyennes, on n'y a pas du tout retrouvé de peinture murale. On connaît surtout, ce qu'on peut appeler l'art, est surtout représenté par des petites terres cuites d'utilisation vraisemblablement cultuelle. Il n'est pas du tout certain d'ailleurs que ces terres cuites aient été produites sur place. Quand elles ont été produites sur place, elles ont pu l'être avec des moules hérités de périodes plus anciennes. Vous voyez tout de suite qu'on on tombe pas sur des chefs-d'œuvre. Bon, ici, les fouilleurs se sont beaucoup extasiés sur ce guerrier à lambrequin avec un foudre sur son bouclier. Ils y ont vu des influences romaines très fortes. Depuis, ça a été contesté. Bon, on a dit que ça pourrait aussi bien être indien. Ici, un cas typique où on a fait un corps comme on pouvait. C'était extrêmement rudimentaire, en utilisant un moule plus ancien pour la tête. Lequel moule est assez intéressant parce que, on sera amené à en reparler. En plus, ça a été trouvé dans un contexte qui pourrait être celui d'un sanctuaire domestique. Il pourrait y avoir une espèce de tiare en feutre ou de bonnet conique en feutre avec des pans sur les joues, donc ça pourrait être un seigneur, ça pourrait même éventuellement être aussi un prêtre. Alors ici, ce qui au départ aurait dû être un sujet érotique, avec un couple enlacé, enfin c'est un motif bien connu dans l'art indien sous le nom de Mithuna. Vous voyez, bon, la femme est nue de dos, etc. Bon, le problème est que l'artisan avait à sa disposition un moule, parce que tout ça a été fait avec des moules hérités. On moulait, et puis après, quand on n'avait plus le moule, on remoulait un moule sur le positif, et ainsi pendant fort longtemps, et on a maintenant des procédés d'analyse qui permettent en fait de ranger ces terres cuites par génération, parce qu'évidemment à chaque fois, quand ça sèche, ça se rétrécit, donc plus ça rapetisse, plus on est loin du moule, et ça permet en fait, et puis ce qui est intéressant, c'est que comme il y a toujours des accidents de moulage, bon, il y a des rattrapages, des corrections, etc., qui parfois traduisent une évolution dans l'interprétation. Alors ici, c'est pathétique parce qu'ils en avaient le moule n'était visiblement plus utilisable pour les têtes, donc l'artiste leur a fait des espèces de têtes de batraciens. Voilà, donc évidemment, l'érotisme, le message érotique que pouvait contenir initialement cette image se trouve bien affadi. Bon. Alors, bon, il faut... c'est pas inintéressant de voir que le niveau artistique de Kampir Tepe est
est si inférieur à celui qu'on rencontre dans les autres villes moyennes contemporaines, ça a un intérêt du point de vue de ce que nous pouvons dire sur la composition et les occupations de la population par rapport à d'autres données. On va être amené à y revenir. Ça peut être en partie un phénomène accidentel, pas complètement mais en partie. Le site a été vraisemblablement déménagé assez rapidement et semble-t-il après la catastrophe naturelle de son effondrement dans le fleuve. Donc, s'il y a eu déménagement, il y a pu y avoir écrémage. Et on pourrait donc supposer que des productions artistiques d'un niveau supérieur n'ont pas été laissées sur place et que ça aurait pu être emmené. En fait, bon, ce qui est surtout intéressant à Campir Tepe, ben, c'est justement que c'est un site petit et que du coup, qui ne portait aucune réoccupation moderne, dont on a su assez vite que la vie avait été relativement brève, je vais être amené à y revenir, et du coup, en 1982, ce site a été choisi pour faire l'objet d'une fouille exhaustive. C'est pas du tout une fouille de sauvetage, c'est une fouille, dans nos pays occidentaux, on ne peut plus pratiquement faire que des fouilles dans un contexte de sauvetage. Dans les années 80, en Ouzbékistan, on pouvait encore faire des fouilles planifiées. Bon, c'est plus tout à fait le cas aujourd'hui, en fait. Et là, l'équipe, une très brillante équipe de Tachkent, qu'on a appelée l'expédition de l'histoire de l'art, qui s'est appelée ensuite l'expédition du Tokharestan. C'est une équipe qui s'est structurée autour de deux éminentes personnalités. D'abord Madame Pugatchenkova, aujourd'hui disparue, dont j'ai été amené à parler longuement à propos des fouilles de Nisa, qui a été vraiment l'inspiratrice de cette équipe. Et puis ensuite donc son successeur Edouard Dveladze, toujours actif. Ces archéologues étaient des gens qui voyaient loin. Et ils ont décidé à un moment, ils se sont aperçus à un moment qu'on avait une image insatisfaisante, très insatisfaisante de la vie urbaine à l'époque antique, parce qu'à chaque fois, c'était des petits sondages, c'était des tranchées, et que pour comprendre quelque chose, il fallait avoir une ville entière. Ils étaient pour cela vraisemblablement inspirés par l'exemple de la fouille de Penjikent, dont je parlerai en fait l'année prochaine, parce que c'est une époque plus tardive, à partir du 5e siècle, à l'est de Samarcande, qui est en fait, avec Campir Tepe, la seule ville en Asie centrale qui est connue à 75%. Et donc on a choisi à ce moment, en 82, on a donc choisi Campir Tepe pour être ce site étalon de l'étude de la vie urbaine, et la fouille se poursuit jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit la vie du site avait été brève. En effet, si on prend la totalité de l'existence du site, il a vécu 5 siècles. Il est fondé à l'époque grecque ancienne, fin 4e siècle. Je vais être amené à revenir là-dessus. Il disparaît brusquement à la fin du règne de Kanishka ou au début de celui de son successeur, vers 150 après Jésus-Christ. Il y a eu après des petites réoccupations qui posent quelques problèmes, parce que dans ces petites réoccupations, on a des inscriptions, des briques avec des inscriptions indiennes en réutilisation qui sont beaucoup plus tardives, mais c'est une réoccupation certainement très réduite. Donc 5 siècles. Alors 5 siècles, c'est certes 3 fois plus qu'Aïranoum, qui a vécu 1 siècle et demi, mais c'est 4 fois moins que Merv ou que Samarcande. Donc c'est tout de même une période, à l'échelle de la vie des villes d'Asie centrale, c'est assez court. C'est encore plus court quand on prend la ville dans son extension maximale, c'est-à-dire comprenant la ville basse, parce que cette ville basse n'a vécu que 50 ans, d'environ 90 de notre ère à 150. C'est vraiment très bref, c'est 2 générations.
D'ailleurs, ça se voit dans les quartiers, dans les maisons. On a en fait 2 états architecturaux, enfin, ou même le même reconstruit. On voit très bien qu'il a vécu ici 2 générations et pas plus. Ce qui vivait avant, c'était ces petits établissements sur les pentes, dont je vais être amené à parler, qui sont d'époque grecque, et la citadelle, qui est d'époque pré-Kouchan. Donc on ne peut même pas parler du tout de ville, à ce moment-là, c'est vraiment une petite citadelle. En tant que ville moyenne, ce site a vécu 50 ans. Ça offre d'excellentes conditions pour des observations fines. Alors, ça n'est pas une tâche aisée de préparer des cours sur Campire TP, parce que la publication est très foisonnante, abondante. L'équipe a beaucoup publié, mais de manière pas encore synthétique. En fait, il faut se plonger dans 8 volumes parus depuis 2000, Materiale Toralestanskoj Expedicji. Il y a très peu de synthèse. Il y en a eu une en anglais par Dveladze, mais parue en 96, mais écrite en fait plusieurs années avant, donc déjà ancienne. C'est un article. Il y a une nouvelle synthèse par l'actuel directeur de la fouille, Sergei Bolelov, qui l'a présenté à un colloque où j'étais à Saint-Pétersbourg, et il m'a fort amicalement donné son PowerPoint, dont j'utilise des éléments ici, mais ce n'est pas encore paru. Ça va en fait paraître dans un article dont j'ai eu connaissance hier soir par Michael Schenkar et qui n'est pas encore paru dans un volume d'hommage à Dveladze. Il faut vraiment s'armer de patience quand on veut décortiquer l'information sur Campire TP, parce que le travail a parfois été très parcellaire. On a un article sur la moitié est du bloc 10, 2, etc. Et puis voilà. Par ailleurs, au fil du temps, et c'est très bien, les interprétations ont évolué dans l'équipe. En fait, l'évolution est due en partie au relatif effacement de Dveladze, qui, disons, a pris beaucoup de hauteur, est maintenant un grand personnage public, et Dveladze qui avait abordé d'une manière, disons, un peu romantique le site. Au début, il était absolument persuadé que c'était une Alexandrie. Bien. Et en réalité, maintenant qu'il a passé le relais à des gens plus jeunes, on voit des interprétations beaucoup plus prudentes et mieux argumentées. Alors, ce qui est très important dans ce qui, en fait, récompense du mal qu'on peut se donner à décortiquer ces publications, c'est que l'équipe a vraiment une véritable approche anthropologique, due justement aux particularités du site. Notamment dans les derniers articles, ils mettent systématiquement en corrélation le matériel mobile trouvé et les structures dans lesquelles on l'a trouvé. C'est-à-dire que pour chaque pièce, il nous explique quelle céramique on a trouvé, quelle terre cuite, quel type de matériaux, contrairement à l'habitude persistante qu'avaient les publications soviétiques et qui existent aussi, il faut bien le dire, dans les nôtres également, de publier séparément les structures et le matériel. Et on voit que quand les deux sont mis ensemble, les possibilités d'interprétation sont considérablement enrichies. En particulier, 2 articles sont très importants. Dans le premier volume de la collection, en 2000, un article de Sergei Kurbanov. Il a changé de nom, il s'appelait Savtchouk avant, mais après l'indépendance de l'Ouzbékistan, il a pris le nom de sa femme, Kurbanov, parce que ça faisait plus ouzbek. Cet article porte sur la totalité des locaux fouillés dans la citadelle. Et pour chaque local, il indique exactement ce qu'on y a trouvé. Et puis, dans un des derniers numéros, enfin en 2006, Bolelov a fait la même chose pour un des blocs d'habitation. Évidemment, cette approche, on ne pourrait pas avoir partout une approche anthropologique aussi précise pour que
pour qu'on puisse faire de la bonne paléoanthropologie avec ce genre de matériel, il faut que le matériel que l'on trouve corresponde à la manière, enfin, il faut que le dernier niveau d'occupation du site n'ait pas été trop perturbé. Et là, c'est possible, puisque la population semble être partie rapidement. C'est pas partout possible. À Samarcande, où nous fouillons depuis 20 ans, je dirais que 80% du matériel que nous trouvons, que ce soit de la céramique ou des objets, provient de fosses tardives. Bien. Même à Aït-Khanoum, qui n'a pas vécu longtemps, la répartition des objets que nous avons dans la fouille est en grande partie celle que nous ont laissé les squatteurs qui ont suivi l'occupation grecque et qui ont profondément perturbé, enfin, qui ont déplacé, on le voit bien, qui ont déplacé des objets d'un endroit à l'autre. Ce n'est pas la répartition des objets de la dernière période grecque, où ça ne l'est qu'en partie. J'ai tout à l'heure esquissé en quelques mots les étapes de l'existence du site. J'y reviens un peu plus en détail. Le site apparaît à la période grecque la plus ancienne, à la fin du IVe siècle, sans doute avant même Aït-Khanoum. C'est l'un des quelques sites où on a pu isoler la céramique qu'on appelle maintenant la céramique de transition, qui est en fait la céramique de la première génération des colons après Alexandre. C'est tout simplement, c'est une céramique où il n'y a pas ou pratiquement pas de forme typique introduite, enfin, influencée par la Grèce. Cette céramique est une céramique de colons grecs, mais qui continue à utiliser la vaisselle les types de vaisselle de leurs prédécesseurs, lesquels continuent à être produites. Et cette phase a, semble-t-il, duré, bon, disons d'Alexandre, qui est là en 330, peut-être même vers 290, c'est l'époque où les Séleucides envoient des premières vagues de colons, où Aït-Khanoum est fondé, et où là, on envoie des potiers viennent de Grèce, des modèles viennent de Grèce. Il faut savoir qu'il il faut tenir compte d'une grande différence entre l'armée romaine et l'armée macédonienne. L'armée romaine est une ville ambulante, une légion romaine est une ville ambulante. L'armée romaine fabrique tout ce dont elle a besoin. Elle a des potiers, elle a des tuiliers, elle a des maçons, elle a tout. L'armée d'Alexandre n'a que les corps de métier nécessaires à la guerre et à la guerre de siège. Alexandre a des sapeurs, il a des charpentiers, mais il n'a pas de potiers. Il a quelques artistes il emmène avec lui des gens qui font ses portraits. Ah oui, il en a besoin pour la propagande, mais il a des chambellans qui lui organisent ses réceptions, mais il n'a pas de potier, il n'a pas de fabricant de tuiles, etc. Ces gens-là ne vont arriver qu'après ils ne vont pas arriver avec la colonisation militaire, ils vont arriver avec la colonisation civile qui n'interviendra qu'au mieux à partir de la fin du IVe siècle. Et donc, à Campire, l'établissement apparaît à cette toute première période grecque. Ce sont des établissements modestes, on y reviendra, enfin semble-t-il des baraques demi-enterrées qui occupent, c'est ce qui est indiqué, les sondages profonds sont indiqués ici en gris, qui occupent en fait les pentes non remaniées d'un site qui était parcouru de ravins. Donc ce n'est pas fortifié, c'est vraiment un établissement modeste. Au cours de la période grecque, donc l'établissement se développe comme un centre de production de céramique, mais vraiment reste petit. Vers la fin de la période grecque, on voit apparaître, semble-t-il, des bâtiments plus monumentaux, mais de destination inconnue. En tout cas, c'est toujours pas fortifié. Donc on ne peut même pas parler de ville. Alors, la fortification apparaît ici, donc à la citadelle, au cours de la période Yuechi Prékouchan, c'est-à-dire celle-là, la période des invasions. Donc, quelque part entre moins 100 et plus 50.
C'est la période où la Bactriane, les Yuezhi ne sont pas encore, la confédération des Yuezhi n'est pas encore unifiée. Le pouvoir est toujours réparti entre cinq chefs qu'on peut proposer de situer sur le terrain. Et il se trouve qu'il y a une des chefferies qui occupait la région à laquelle appartenait Kampir Tepe, qu'on appelle le Yabgu de Gaofu. Ça doit être donc lui qui a le premier fait fortifier la ville, mais c'est une petite citadelle qui devait faire 4 hectares. Donc c'est vraiment. Alors on peut supposer qu'à ce moment-là, le fait que le site se trouve au bord de la Moudaria sur un point de passage devient déterminant et qu'il s'agit d'un poste gardant un point de passage important sur le fleuve. Et l'apparition d'une ville elle-même va en fait relever de la période des Grands Couchants, sous le deuxième empereur, qui est connu, il y a des discussions sur le nom qu'il portait. Sur ses monnaies, il n'indique que son titre, Sotermégas, le grand sauveur. On pense maintenant qu'il s'appelait Vimataktu et que c'est le deuxième empereur. Il règne d'environ 90 à 110. Alors c'est lui qui construit une fortification dont je vais être amené à reparler et qui fait à ce moment-là remodeler la physionomie du site de manière assez calculée. Et c'est le moment où la ville continue à la citadelle, mais elle perd visiblement sa fonction défensive. Et puis donc, sous le deuxième successeur de Sotermégas, c'est-à-dire le grand empereur Kanishka, plutôt sans doute à la fin de son règne, le site est abandonné. Ça peut être juste on le sait, pourquoi est-ce qu'on peut dire ça? On n'a pas d'inscription qui nous le dit, mais on a relativement beaucoup de monnaies de Kanishka et on n'a pratiquement pas de monnaie de son successeur, sauf dans des tombes qui ont réutilisé des tours. Donc on voit très bien que c'est un contexte qui n'est déjà plus urbain. Bien. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors on sait que le début du règne du successeur de Kanishka a connu des troubles, mais l'opinion des fouilleurs, c'est plutôt d'expliquer ça par une catastrophe naturelle, c'est-à-dire que le site, un tiers du site se serait en fait effondré dans la Moudaria. Alors, un poète ouzbek du XIXe siècle, qui donne des dictons, écrivait notamment « On ne bâtit pas sur le Jayhoun ». Jayhoun, c'est le nom arabe qui a été donné à la Moudaria. C'est un nom d'ailleurs parlant, puisque ça veut dire le furieux. Évidemment, on l'a rapproché du Giron de la Bible, mais au départ, ça veut dire le furieux. La Moudaria a des crues très violentes, incontrôlables. Le jour où un barrage va céder dans le Haut-Tadjikistan, il semble que c'est une question que ça pourrait arriver assez vite, on prévoit un tsunami sur toute la longueur de la Moudaria jusqu'à la mer d'Aral. Les crues de la Moudaria ont fait disparaître entièrement ou partiellement plusieurs villes. Il n'y a pas que Kampir Tepe, il y en a d'autres. L'exemple qui était déjà fameux au Moyen-Âge, c'était la grande capitale du Khorezm, Khat, la ville natale du grand savant Al-Biruni, dont lui-même nous dit ma ville natale, elle n'existe plus, aujourd'hui elle est dans la rivière. Et effectivement, il ne reste plus qu'une tour du rempart. À ce moment-là, ce qui est probable, c'est que les fonctions du site ont été transférées à la grande ville voisine donc de Termez, qui se trouve particulièrement prospérée, justement à partir de l'époque Kouchane, notamment tardive. Donc on a l'impression que Termez a toujours été un établissement sans doute plus important. Il y a sans doute du transfert des fonctions. Comment peut-on raccrocher cette petite ville dans un contexte historique? D'abord, est-ce qu'on a son nom? Non, on n'a pas son nom, on n'a pas d'inscription qui nous la donne. Les seules inscriptions trouvées à Kampir Tepe, c'est des petits bouts de parchemin portant des restes de textes en écriture bactrienne.
Ça montre qu'il y avait une chancellerie, ou, bon voilà. Mais enfin, ces textes sont de toute façon restés complètement indéchiffrables. C'est des petits rouleaux qui se sont en fait désintégrés quand on a essayé de les ouvrir. On n'en tirera rien. Bien. Alors, au début, l'équipe de fouilles, et notamment Rtveladze, ont été persuadés que c'était la ville dont les auteurs antiques, notamment Ptolémée, nous parlent sous le nom d'Alexandrie de l'Oxus. Donc une ville fondée par Alexandre sur l'Oxus. Alors sur Alexandrie de l'Oxus a beaucoup fait fantasmer, parce que ça a été longtemps le candidat pour Aïranoum, jusqu'au moment où on s'est aperçu qu'Aïranoum n'était pas sur l'Oxus et n'avait pas été fondé par Alexandre. Donc exit Alexandrie de l'Oxus à Aïranoum. Donc on s'est dit, si ce n'est pas Aïranoum, ça pourrait bien être Campir Tépé. Et puis on s'est aperçu au cours depuis une dizaine d'années que tout ce qui existait à la période grecque, c'était même pas ça avec cette petite forteresse, c'était les petites baraques sur les pentes. Donc en aucun cas, on ne peut vraiment pas parler de fondation urbaine à ce moment-là. Donc il faut chercher Alexandrie de l'Oxus ailleurs, peut-être Thermès. Peut-être Thermès, c'est simplement une hypothèse. Il se trouve qu'il y a un texte qui, semble-t-il, parle de Campir Tépé. Mais c'est un texte postérieur de 1200 ans à son abandon. C'est un passage du chroniqueur persan Hafez et Obru, qui écrit en fait à la cour du successeur de Tamerlan, Shahrokh, vers 1420. Il écrit une chronique. Il parle de la région et il transmet des informations que, semble-t-il, il aurait trouvées dans un texte du Xe siècle. Et il parle de Thermès et il parle de sites voisins et il parle d'un site qu'il appelle Pardagui et il dit lui-même, c'est un mot qui en grec veut dire fundouk. Fundouk, c'est donc le mot arabo-persan qui veut dire hôtellerie, emporium, emporium, hôtellerie, éventuellement caravansérail. Ça existe encore en italien, à Venise, le fondaco dei tedeschi, fondaco. Bon, en fait, fundouk vient d'un mot grec qui est pandokeion, qui veut dire la boutique, enfin l'auberge, l'hôtellerie, l'auberge. Pardagui, alors effectivement, si on amende un peu la graphie, on transforme un R en N, ce qui est une correction tout à fait acceptable dans des textes en écriture arabe. Pandagui, c'est une transcription assez acceptable de Pandokeion. Alors il dit voilà, ce site s'appelait l'hôtellerie et c'était le point de passage principal sur la Moudaria autrefois. Il a été fondé par Alexandre avant même Thermès. Voilà ce qu'écrit Hafez et Obru. On voit qu'il a une source assez précise. Et il précise même les habitants du site pratiquaient l'hébergement à domicile. Ils se disputaient la clientèle riche et ils étaient toujours en guerre contre les gens de Thermès qui, eux aussi, leur disputaient la clientèle. Alors, évidemment, quand on s'est aperçu de ce qu'était Campir Tépé, donc je serai amené à y revenir sans doute d'ailleurs plutôt la prochaine fois, c'était un lieu de guet sur un point de passage et c'était un lieu d'hébergement et de commerce. On pense évidemment que c'est la réminiscence de ce site. Alors il se trouve qu'il y a un autre site à 3 km en amont, Shurop-Kurgan, qui était aussi un point de passage important sur la Moudaria dès avant l'époque grecque, dès l'époque achéménide, et qui a continué en fait à exister plus ou moins jusqu'au début du XIXe siècle. Alors, bon, on fait l'hypothèse que la notice de Hafez et Obru pourrait en fait combiner des informations sur ces deux sites. Voilà. Mais donc, c'est quand même un cas qui n'est pas si fréquent que le seul texte qu'on puisse invoquer à l'appui d'un site, pour donner un peu de substance historique à un site archéologique, soit un texte postérieur de 1200 ans à son abandon. Quelques mots sur les débuts, l'époque hellénistique dont j'ai parlé.
Donc, j'ai signalé que c'était des petits habitats accrochés aux pentes. Alors, pour les tout débuts, on a donc on n'a pas grand-chose. On a donc ces petites baraques avec... voilà. Oui, ça, c'est une vue de la fouille, pour vous montrer que voilà ce que c'est qu'une ville d'Asie centrale qui a été presque complètement fouillée. Et les structures sont vraiment pas mal conservées quand on visite. Alors voilà ce qu'on a pour la période grecque. Des jarres enterrées, donc ça servait évidemment, ça sert à la conservation des denrées. On a vu ça à Nisa, ça servait pour le vin, ça sert aussi pour les céréales. Sur les bords de certaines des jarres, on a des inscriptions, des cachets inscrits avec des motifs grecs. Donc on voit, et puis c'est associé à des monnaies grecques. Enfin, il n'y a pas de doute sur la chronologie. Ces jarres appartiennent à des structures que nos collègues appellent des emlianki, c'est-à-dire des pièces semi-enterrées. Alors, ils ont un peu tendance à avoir des emlianki partout. À supposer que on nous présente des phases archéologiques entières où les gens auraient habité, auraient vécu dans un quasi-troglodytisme. C'est le cas, c'est ce qu'on dit aussi pour la culture de Bourgouliuk en Ouzbékistan. Certains des collègues avec qui nous avons été amenés à discuter pensent que tout simplement ces histoires d'habitats troglodytiques ou semi-troglodytiques ont une certaine base, mais sont quand même très exagérées tout simplement par les facteurs qui affectent les sites après leur abandon. C'est-à-dire que les structures en surface disparaissent dans un site qui est remodelé, réoccupé. Le taux de destruction des structures en élévation va être évidemment considérablement supérieur au taux de destruction des pièces semi-enterrées. Ça ne permet pas d'extrapoler à la totalité de l'habitat ces conclusions. Alors, je rappelle pour mémoire qu'on revient fortement sur la notion d'homme des cavernes, puisque les cavernes, c'est ce qui est resté. Mais plus aucun préhistorien aujourd'hui ne va supposer que nos ancêtres ne vivaient que dans des cavernes. Ils avaient évidemment des formes d'habitat léger qui n'ont laissé aucune trace. De même que les cités lacustres, donc, qui avaient beaucoup de succès autrefois dans la littérature archéologique, ces gens qui auraient vécu sur des cabanes sur pilotis, etc., on pense en réalité que ces pilotis étaient tout simplement des fondations de structures qui étaient à sec et que l'illusion qu'il s'agissait de pilotis dans des lacs vient d'une submersion ultérieure. Bien. Donc voilà, toujours avoir en tête les facteurs perturbateurs des structures. Alors, à une époque, ensuite, un peu plus tard dans l'histoire de l'établissement grec, qui continue à rester très modeste, ça devient visiblement un centre important de production de céramique. Alors voilà les fours, qui ont été très bien fouillés. Certains ronds, comme les fours que nous avons trouvés à Iranoum, d'autres rectangulaires. Alors donc, il y a des fours ronds où donc la chambre de chauffe se trouve sous la chambre d'enfournement. Ça, c'est typiquement les structures grecques que nous avons trouvées à Iranoum. Alors, il y en a à Campir-Tépé, mais ils ont aussi des fours d'une tradition plus locale, semble-t-il, je parle là dans la crainte en présence de spécialistes beaucoup plus avertis que moi sur la technologie de la céramique, c'est des fours rectangulaires où la chambre de chauffe se trouve en fait à côté de la chambre d'enfournement. Donc une production céramique massive, mais toujours pas de rien qui puisse être caractérisé comme urbain, pas de rempart. Alors apparemment, il y a une phase d'abandon à la fin du IIIe siècle qui correspond à des choses que nous savons par ailleurs. C'est un moment où il y a une menace nomade forte sur les parties nord des royaumes grecs. C'est le moment où le roi Eucratide
assiégé dans Bactre par le Séleucide Antiochos III qui tente de reconquérir son ancien empire, lui dit tu devrais te calmer, si on ne fait pas la paix, il y a des nomades massés sur nos frontières qui ne demanderont qu'à descendre. Et effectivement, on constate à ce moment-là l'abandon de certains sites au nord de la Moudaria, notamment les fortifications, semble-t-il, la fortification. Enfin, oui, on a pu dire ça pour les fortifications des portes de fer, mais la chronologie pour ça est probablement est un peu incertaine. Ensuite, on a donc là, alors oui, l'image en fait devrait être orientée, le nord a basculé. On ne peut pas faire basculer l'image, je crois. Non, c'est pas, on laisse comme ça. En fait, il faut, voilà, le nord est là. Le nord est là. C'est donc la citadelle qui est établie à l'époque post-grecque et pré-Kouchane, avec un gros mur très puissant, mais qui ne subsiste qu'en partie. Et elle est visiblement, dès le départ, planifiée par un réseau de rues assez régulier, en 6 blocs résidentiels, où, il semble-t-il, on n'observe pas de hiérarchie particulière. Je vais être amené à revenir là-dessus. Peut-être dans la partie ouest, mais il y a débat pour savoir s'il s'agissait du sanctuaire de la citadelle ou tout simplement de la maison du commandant de la garnison. La fondation de briques qu'on aperçoit ici pourrait être la fondation d'une petite guette qui aurait en fait une tour qui aurait assuré une vue tout au sommet. Alors, on voit très bien qu'à partir du moment où on a construit la ville basse, à la fin du 1er siècle de notre ère, les défenses de la citadelle ont été complètement inopérantes, puisque par exemple donc, la galerie ou la chaussée, on ne sait pas si c'était couvert ou pas, qui parcourait l'intérieur du rempart, est scindée en tronçons. Donc, à partir du moment où la troupe ne peut plus manœuvrer en continu à l'intérieur du mur, ça veut dire que le mur ne sert plus à rien. Et enfin, donc, là, on reviendra là-dessus en détail la semaine prochaine, la grande époque, mais grande époque qui n'a duré que 50 ans et qui est tout de même à l'échelle d'une ville assez modeste, l'époque donc Grande Kouchane, et même l'époque de Kanishka, peut-on dire surtout. Je vous montre cette planche comme l'illustration d'un procédé très utilisé par nos collègues soviétiques et maintenant post-soviétiques, c'est ce qu'ils appellent les kulturnoi complexes, le complexe culturel. Alors, il y a sur une page, en fait, on nous donne, alors c'est très pratique pour faire des PowerPoint, on nous donne sur une page voilà, les traits culturels représentatifs de chaque phase. Alors, vous avez là l'architecture, j'y reviendrai, les petits blocs d'habitation, les principales formes céramiques, les petits objets dans les divers matériaux, os, fer, etc. Donc, des exemples, c'est le principe de la vitrine de musée, des exemples représentatifs et les productions artistiques, peut-on dire, enfin celle-là, oui, c'en est vraiment une, c'est un musicien, voilà, ces petites terres cuites, tout ça sur une page. Alors, c'est parfois critiqué parce que dans certains cas, en réalité, c'est composite du point de vue chronologique, c'est pas toujours extrêmement pertinent. Et puis, les illustrations, comme c'est parfois publié dans des articles, des publications de petit format, les illustrations sont vraiment à l'échelle du timbre-poste. Et parfois, pour certains objets, on n'a que ça. Mais là, il se trouve que dans le cas des publications de la mission de Campire TP, là, ils ont eu une très bonne qualité, très bonne qualité graphique, et ça donne une image assez, disons, une première approche assez éclairante. Voilà, la prochaine fois, j'aborderai donc les questions de la défense du site, la question du zoning des quartiers d'habitation,
discussion extrêmement importante et qui a les critères de délimitation des quartiers d'habitation. C'est une question qui a énormément progressé avec la fouille de Campir Tepe. Et la question de la nature des activités qui pouvaient être pratiquées sur ce site, qui, encore une fois, est peut-être d'une certaine manière un peu atypique comme phénomène urbain, parce qu'on voit très bien que ce ne sont pas les expressions culturelles les plus élevées de la vie urbaine qui s'y observent, mais bon, qui appartient à une catégorie qui a sans doute dû être assez importante de ce qu'on pourrait appeler des fondations gouvernementales kushanes, et j'anticipe sur ce qu'on dira la prochaine fois, vraisemblablement peuplées par une population modeste de gens qui dépendaient directement du gouvernement et qui n'avaient pas une grande autonomie de gestion de leurs ressources. C'est en tout cas le raisonnement auquel viennent maintenant les fouilleurs. Et donc, après une petite pause, nous poursuivrons en deuxième heure l'aperçu des cultures urbaines de l'âge du bronze. Alors, aujourd'hui, je crois que ça va être une intervention à 3 voix, avec donc Julio qui a parlé la semaine dernière, Johanna L'Huillier et Olivier Lecomte. Voilà, donc peut-être après quelques minutes, je leur passe la parole.